Hello, bonjour. Bonjour. Je suis avec aujourd'hui, j'ai la grande joie d'être avec Jeff Coulet, le créateur de la méthode de la méditation subaquatique. Et je vais placer un peu le contexte pour savoir pourquoi on est là, pourquoi je suis ici. Aujourd'hui, je suis à l'île de la Dominique. Je suis tombée, on va dire, un peu par hasard. En tout cas, j'ai été guidée sur les réseaux à découvrir Jeff Coulet et surtout la méditation subaquatique. Et là, j'ai senti un appel. Et du coup, me voilà arrivée sur l'île de la Dominique, là où il vit, pour pouvoir en fait vivre une immersion, un stage de méditation subaquatique ici. Donc voilà un peu le contexte, et j'avais envie de présenter en fait Jeff et sa méthode. En fait, je sais pas si on peut appeler vraiment une méthode, mais en tout Oui. cas de présenter ça, parce qu'en fait j'ai trouvé ça vraiment, ça m'a vraiment touchée, je trouvais ça puissant. Et voilà, j'ai envie de... Voilà, il a créé ça depuis son expérience de vie, il va nous en parler justement. Et je trouvais ça puissant et pertinent qu'il nous fasse découvrir ça, qu'il fasse découvrir ça au monde. Donc Jeff, si tu as un mot pour te présenter, pour les gens qui ne te connaissent pas du tout, je sais que ce n'est pas un exercice facile, mais qu'est-ce que tu dirais de toi ? Merci Mathilde. Moi, je suis éducateur sportif de formation. J'ai beaucoup pratiqué le sport dans ma jeunesse et je dirais plus ou moins tout au long de ma vie, avec une affinité particulière pour tout ce qui touche au sport d'eau et à l'eau de façon générale. Voilà. Avec des aspirations assez tournées vers l'Asie, l'Orient, donc à travers soit les arts martiaux ou soit les philosophies de style yoga ou autre chose. Ok. Oui. Vas-y, tu veux rajouter quelque chose ? Voilà. Et puis j'ai découvert la plongée en apnée dans les fins des années 80. Ok. Voilà, donc ça va faire quelques années que je me suis tourné sur ce chemin-là, que j'ai pratiqué à titre personnel pendant plus d'une dizaine d'années. Quand je disais à titre personnel, c'est vraiment à haut niveau, sur lequel je ne faisais que ça. Puis à partir de 95, j'ai structuré une organisation qui m'a permis de pouvoir l'enseigner. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai fait évoluer ma discipline de départ pour pouvoir me tourner plus vers l'accompagnement et le soin, de façon générale. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que... Est-ce que dans ton parcours, est-ce que tu as une affinité avec l'eau ? Et tu as vu, en créant cette méditation subaquatique, que l'eau, c'était un élément qui permettait de plonger en soi ? Toi, tu l'as vécu comme ça, dans ton approche de l'eau, à travers assez jeune, le fait que tu sois appelé par l'eau ? Alors oui, tout d'abord, à partir du moment où j'ai appris à nager, en fait, je suis toujours resté en lien et en connexion avec l'élément eau. Voilà, ça c'était une première chose. Par contre, lorsque j'étais adolescent, je me retrouvais pas dans le côté compétition forcément, un petit côté ras-le-bol, etc., de la culture du plus, voilà, la culture un peu dominante actuelle, voilà, où on nous demande plus de la performance et de la rentabilité plutôt que de l'épanouissement. Et moi, de par ma formation, après avoir été sauveteur en mer, j'ai choisi d'enseigner le sport, et notamment les sports aquatiques à travers la plongée sous-marine, à travers le surf, etc., pour pouvoir permettre l'accès, justement, que je n'ai pas forcément eu lorsque j'étais enfant ou jeune, sur un côté autre que compétitif. Voilà. Ce qui n'empêche pas que j'ai rien contre la compétition, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que pour moi, la performance est plutôt une conséquence à une bonne pratique, à une pratique en bonne intelligence avec le corps, plutôt qu'un seul objectif de chiffre ou de rentabilité. Voilà. Parce qu'on nous demande déjà d'être performant depuis l'école maternelle, d'être le premier, de monter sur des podiums. Enfin bon, c'est un paradigme sur lequel on commence à s'apercevoir que c'est terminé. Voilà, on est sur un élément fini. Hein. La Terre, on sait qu'il n'y en a qu'une. Donc si on continue comme ça, on sait que ça ne sera pas vivable. On en voit les limites, voilà, pour ceux qui ne sont pas dans le déni en tout cas. Néanmoins, je pense qu'il y a d'autres façons de faire, et je pense qu'il faut s'approprier d'autres façons de faire. Voilà, pour soi. Et moi, dans ma démarche d'éducateur sportif, le sport a pour but l'épanouissement, dans un premier temps. Et à partir de l'épanouissement, pour moi, la performance est une conséquence, et non plus un objectif. Ce qui enlève un paramètre très important, ce qui s'appelle le stress. Voilà. Donc, voilà un petit peu comment moi j'ai pratiqué. J'ai pratiqué vraiment à travers l'exploration de la discipline,
parce qu'au départ, ça n'existait pas. Donc je replace dans le contexte, on est dans les années 90, donc l'apnée en France, en Europe n'est pas structurée, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de fédération, il n'y a pas de reconnaissance officielle. Donc je me suis investi pour créer des cursus d'éducation, de formation et autres. Puis je me suis retiré de ces instances-là par la suite. Je suis allé faire des choses complètement différentes dans ma vie, parce que ça faisait déjà plus de 10 ans que je faisais ça tous les jours. Ce qui m'avait permis d'aller m'explorer, je dirais, de découvrir qui j'étais. En fait, c'est vraiment un chemin de connaissance de soi, à condition que l'objectif ne soit pas seulement la performance, en fait. Voilà. Moi, c'est vraiment l'idée d'épanouissement, de se rencontrer. Voilà, si je peux dire ça comme ça, oui, c'est se rencontrer, s'explorer. Et je suis allé jusqu'au bout de mon chemin. Et puis, quand je suis arrivé naturellement au bout de mon chemin, un autre chemin s'est ouvert à moi et j'ai pris un autre chemin. Et voilà. Et je suis revenu beaucoup plus tard sur l'apnée et la méditation subaquatique. Voilà. Peut-être que j'étais un petit peu en avance la première fois et ça m'a permis de revenir beaucoup plus tard avec une autre expérience et plutôt dans l'accompagnement, parce que j'avais pratiqué, j'avais exploré pour moi et maintenant j'avais juste envie d'accompagner les personnes qui le souhaitaient. Ouais. Et je rebondis, mais bon, tu as été champion du monde d'apnée dynamique. J'ai eu un record du monde d'apnée dynamique en 1997. Donc tu faisais partie un peu à ce moment-là, c'était pas aussi connu qu'aujourd'hui, donc tu étais dans les pionniers qui expérimentaient ça, je dirais. Oui, absolument. J'étais dans les pionniers. On se comptait sur les doigts d'une main, des deux mains au maximum. Et on n'avait pas de documents, pas de technique. Il a fallu tout trouver, tout chercher pour savoir comment explorer cette voie, en fait. Pour soi dans un premier temps. Et puis une fois qu'on l'avait exploré, répété, dans des conditions identiques, pour que ça soit... comment on peut dire ça ? Pour que ça puisse être enseigné, que ça soit reproductible en fait. L'idée c'était que ça soit reproductible sans qu'on aille forcément sur de la compétition ou du haut niveau, sans que ça soit élitiste en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin de prérequis. Tout le monde respire, tout le monde vient de, je dirais, son premier stage qui a duré plus ou moins 9 mois. C'est-à-dire qu'on a passé 9 mois dans le ventre de notre maman, de notre mère, puis on est arrivé au monde, on a commencé par respirer, et puis on a commencé à enregistrer des informations d'ordre émotionnel essentiellement dans un premier temps, puis intellectuel par la suite, etc., etc. Et mon travail à moi est de revenir vraiment sur le corps, en fait. C'est tout un travail qui est basé autour du corps, parce que simplement le corps ne ment pas. Et est-ce que c'est en accompagnant les gens à travers l'apnée que tu as remarqué, tu t'es dit, ok, je fais un parallèle avec cette naissance, en fait, le fait qu'on a pris notre premier souffle, et comment, quand on sort de l'eau, on prend notre premier souffle aussi. Est-ce que tu as fait un parallèle comme ça en accompagnant les gens ? Comment c'est arrivé le fait de dire, ok, il y a quelque chose qui se vit à ce moment-là, quand je vois les gens qui font de l'apnée, ou quand toi tu l'as vécu, tu t'es dit, il y a un truc là. Oui, je vois bien la question. C'est-à-dire que moi, il m'a fallu sortir de l'environnement, c'est-à-dire sortir de l'élément aquatique, pour qu'il y ait du contraste, pour que je prenne conscience, en fait, de ce que j'avais été chercher à titre personnel. C'est-à-dire que je me sentais libre et j'étais libre sur mon chemin. Néanmoins, je me suis rendu compte, près d'une dizaine d'années plus tard, en peignant, c'est-à-dire j'utilise beaucoup l'art-thérapie, j'utilise beaucoup la peinture, le fait de s'exprimer à travers différents supports artistiques ou autres. Je m'étais rendu compte que j'avais été chercher quelque chose, en fait. Et le jour où je me suis rendu compte de ça, ça a été comme une fulgurance, comme une paire de claques, quelque chose d'assez puissant, assez fort. Je l'ai vécu dans mon corps, et je me suis dit, waouh! En fait, j'ai compris à cet instant-là, à ce moment-là, ce que moi, j'avais été chercher pendant plus d'une dizaine d'années, à travers cette discipline-là, qui n'est pas une discipline anodine, hein, quand même. 1, on arrête de ventiler. 2, on se met la tête sous l'eau. Donc, on n'est pas, c'est pas du basket et c'est pas du ping-pong. C'est vraiment quelque chose de différent. Donc ça m'a permis de prendre conscience. Puis, j'ai eu tout un travail parallèle, je dirais, de développement personnel, mais je n'aime pas vraiment ce mot, en fait.
d'exploration de mes failles, en fait. C'est-à-dire de savoir qui je suis en dehors du schéma classique, en fait, de la société ou autre. C'est-à-dire que j'ai fait une thérapie, j'en ai même fait plusieurs pour savoir, en fait, qu'est-ce qui se jouait inconsciemment, hein, bien sûr, hein, parce qu'on parle de l'inconscient. L'eau, c'est l'inconscient, c'est le monde affectif et émotionnel qui nous relie au vivant. C'est-à-dire qu'est-ce que j'avais été chercher, qu'est-ce que j'avais eu besoin de comprendre, de voir, de découvrir sur moi-même. Voilà. Et par la suite, c'est après ça que je suis revenu et que j'ai commencé à pouvoir l'enseigner, l'accompagner d'une façon différente. C'est-à-dire que je n'avais pas besoin de projeter quelque chose sur l'autre, en fait. Voilà. Parce qu'il y a toujours ce jeu de miroir qui rentre en compte. C'est-à-dire que pour moi, l'accompagnement doit se faire par une personne, qui a déjà travaillé sur elle, réellement. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement même si ce n'est pas pour dénigrer, mais c'est pas une cérémonie de cacao, une thérapie. Ça va au-delà. C'est-à-dire qu'on rentre dans un champ, on rentre dans un cadre, et puis avec un tiers neutre extérieur qui va vous renvoyer quelque chose, et puis on sort de ce champ d'application. Voilà. Ce qui nous permet de continuer à nous construire, en fait, et de donner du sens, surtout, à notre aventure, à notre existence, à notre vie. Voilà. Et puis par la suite, oui, c'est là où j'ai commencé à pouvoir... je suis revenu par hasard, entre guillemets, dans le monde de l'eau, dans le monde de l'apnée, où j'ai commencé à enseigner, d'abord à haut niveau, à accompagner à haut niveau dans la compétition. Puis je suis sorti de haut niveau, je me suis tourné plus pour le côté bien-être, sport, santé et autres, où j'ai eu beaucoup de demandes, parce que tout simplement, on pouvait leur proposer autre chose que la compétition. Et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes venaient à moi, en tout cas à la discipline, parce qu'ils avaient des problématiques d'ordre psycho-émotionnel, d'ordre physique, donc avec des maladies dégénératives, des chocs post-traumatiques, ou voilà, des blessures, en fait, des blessures d'enfance, voilà. Et je me suis dit que maintenant, c'était le bon moment pour pouvoir l'accompagner. Voilà. Ouais, je trouve ça beau parce que c'est tout un chemin. Je pense que ça prend de l'expérience et de la sagesse aussi de tout ton chemin que tu as laissé infuser, enfin que tu as appris, expérimenté, tu as laissé infuser, et après tu t'es dit ok, là c'est le moment d'accompagner, parce que aussi André, il y a des gens qui sont venus à toi avec aussi, c'est un mélange des deux. Donc voilà, il y a tout ça qui est arrivé, et moi, je connaissais pas du tout la méditation subaquatique avant de venir. J'avoue que j'ai pas trop posé de questions. Je me suis laissée guider parce que je fonctionne comme ça, vraiment par les appels, par la voix de l'eau. Et je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Je me suis dit, ok, on va voir. Et c'est vrai que des fois, méditation subaquatique, on peut dire, ouais, c'est un truc un peu sympa, on va méditer, on va être sous l'eau. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Est-ce que les gens perçoivent des fois la profondeur avant de venir, de se dire, ok, en fait, on va descendre en profondeur en soi. Enfin, en tout cas, chacun est libre d'aller là, en profondeur, là où il se sent appelé à aller, et ce qui est possible dans l'instant. Mais voilà, il y a vraiment, moi, ce que je vois dans l'eau, des miroirs, en fait, qui jouent, que soit tu peux faire genre, je les vois pas, soit tu as envie de les ignorer parce que c'est pas le moment, soit tu dis, ok, là, il y a des choses à regarder profondément ou sous un autre angle. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire. Les gens sont appelés, comme tu le dis souvent, en fait ils ne connaissent pas, il y a quelque chose qui les appelle, il y a quelque chose qui les inspire, voilà, inconsciemment, souvent. Donc, et puis ça s'adresse vraiment à tout le monde, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être apnéiste, il n'y a pas besoin d'être sportif, c'est vraiment quelque chose qui s'adresse à tout le monde. À partir du moment où on fait partie du monde des vivants, j'ai envie de dire, c'est qu'on respire. Et puis on sait que depuis le temps qu'on respire et le temps qu'on se met dans l'eau, ça nous fait du bien de toute façon. Le fait est que, oui, c'est juste, on va en profondeur, mais il n'y a pas besoin d'aller profond pour aller en profondeur. C'est-à-dire, c'est juste d'accepter ce jeu de miroir et d'accepter de se regarder réellement tel que l'on est, honnêtement, en fait. Parce que lorsqu'on est sous l'eau, on est seul avec soi-même, en fait. Et c'est ça qui est beau, en fait, c'est que on peut plus se dédouaner. C'est-à-dire qu'on ne peut plus reporter, entre guillemets, la faute ou la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Et c'est à ce moment-là où on accepte sa responsabilité,
dans sa vie, tout simplement. De dire, oui, je vis ça. Alors peut-être que c'est pas agréable, je l'entends, mais ça fait partie du vivant. C'est-à-dire que l'idée, elle est vraiment d'aller au-delà des... l'apnée en soi n'est que le médium, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. L'apnée n'est pas la finalité. Voilà. Elle te permet d'accéder à un espace, en fait, qui nous est propre et qui est propre à chacun et qui est disponible pour chacun et qui existe pour chacun. C'est-à-dire que c'est vraiment un espace, je dirais, spirituel. C'est ce que j'appelle spiritualité, c'est-à-dire l'esprit, mais c'est le souffle, en fait. C'est la vraie définition de la spiritualité. Pour moi, mon interprétation, c'est le souffle. Et le souffle est propre à chacun. C'est-à-dire qu'on a tous un souffle qui nous correspond. Malheureusement, ou pas d'ailleurs, la vie, les traumas font qu'à un moment donné, on est plus ou moins chahuté, ballotté, on a une perte de sens ou de repère qui fait que on cherche du sens. Et moi, dans mon histoire perso, je me suis rendu compte à un moment donné que toutes mes expériences de vie se mettaient à plat, tel un puzzle en fait, et que différentes étapes de vie m'ont permis de comprendre ce que je faisais à un moment donné. Ça remonte à une quinzaine d'années, et de me dire en fait c'est ça que je fais. Mais ça a été une conséquence. Je me suis rendu compte de ce que je faisais parce que ça donnait sens avec toutes les expériences que j'avais vécues dans différents domaines, parce que je m'appuie sur différentes choses, donc sur le monde physique, sur le monde émotionnel, sur le monde intellectuel, le mental, et sur le monde spirituel. Pour moi, qui sont les fondations en fait humaines, en fait, pour une vision écologique et holistique en fait du vivant, tout simplement. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui est important. Et de par notre histoire, de par nos traumas, de par nos relations, on a un pilier, qu'il soit physique, mental, émotionnel ou spirituel, qui a été plus ou moins ébranlé, chahuté, ou qui est plus ou moins fort, tout simplement. Donc ce pilier qui est fort, on va tout simplement arrêter de le nourrir, mais celui qui est fragile, on va peut-être essayer de le renforcer. Et on ne va pas le renforcer parce qu'il faut adhérer à quoi que ce soit, c'est juste simplement, ça va nous permettre de nous épanouir derrière ça, parce qu'il y a toujours le but de s'épanouir, telle une fleur. Moi, je pense qu'on est tous des graines, en fait, qui sont bonnes, en fait, en soi. C'est que des fois, notre environnement, la terre dans laquelle on va grandir ne nous correspond pas, et qu'il faut essayer de rencontrer cette terre qui va nous permettre de grandir, de croître, en fait, et de vivre tout simplement en bonne intelligence. Voilà, sans essayer de vouloir contrôler son histoire ou la narration à chaque fois de ce que l'on veut ou ce que l'on peut percevoir du monde. Voilà, c'est de laisser une part au vivant, en fait. Mais c'est vraiment un engagement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux façons d'aborder les choses, enfin, selon moi. Après, on peut mettre des nuances dans plein de choses, mais voilà, il y a le but d'être dans le vivant, dans la vie. Et puis, il y a l'autre façon qui est un petit peu la façon actuelle dominante, dans laquelle on a été conditionné, élevé, éduqué, qui est la survie, en fait. Et qui est la survie, qui est le contrôle, qui est la peur. Voilà. Et je ne dis pas que c'est facile d'être dans le vivant. Je ne dis pas que d'être dans l'amour, c'est vraiment... on n'est pas dans le monde des bisounours. Et on souffre. Et parce que le vivant nous permet aussi de chuter, de nous relever et d'être vraiment dans cette action de vivre ce qu'on a à vivre. Parce que lorsqu'on est dans le monde des bisounours, dans le positivisme à 100% et dans un monde qui n'existe pas parce qu'on n'est pas dans la réalité, d'ailleurs on est très rarement dans la réalité ou ancré dans le présent, il n'y a pas de problème. Quand vous n'êtes pas ancré dans le présent, vous avez aucun problème. Donc tout peut être positif tout le temps. Mais lorsqu'on est dans le vivant, le vivant des fois ça fait mal, oui. On souffre, mais c'est ça la vie. C'est que des fois on est amené à rencontrer, à vivre des épreuves qui peuvent être le deuil, qui peuvent être la maladie, plein de choses en fait. Mais ce qui fait aussi qu'on est vivant, c'est ce qui fait qu'on est vivant. Si on n'est pas là-dedans et si on n'est pas amené à rencontrer ça, où est-ce qu'on est ? Quelle est la question ? Où est-ce qu'on est ? Et je ne dis pas que c'est facile. Il faut vraiment faire un effort pour s'engager sur ce chemin-là, et que c'est un chemin qui nous est personnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dogme. C'est juste apprendre à se rencontrer soi et de se relationner
se remettre en relation avec son souffle, en fait, son esprit, sa spiritualité, et de nous rencontrer, nous, et de savoir qui on est. Et à partir du moment où on commence à s'explorer, qu'on commence à avoir une vraie connaissance de soi, on commence à donner du sens à notre histoire. Parce que c'est vrai que, et moi le premier, j'étais amené à tourner souvent, et je ne voyais pas la direction dans laquelle il fallait que je parte. Et puis à un moment donné, il y a une indication qui fait, essaye de prendre ce chemin-là. Si c'est ce chemin-là, tant mieux, mais si c'est pas celui-ci, je m'arrête, je fais demi-tour et j'en viens en chercher un autre, en fait. Et c'est aussi à l'image de notre société, en fait. C'est-à-dire qu'on voudrait que notre société soit différente, mais pour moi, la société est une somme d'individus. Donc tant que l'individu en tant que tel ne change pas, la société ne changera pas. Et c'est pas de suivre une nouvelle direction, un nouveau leader, une nouvelle religion, quoi que ce soit. C'est de s'épanouir pleinement tel qu'on est en tant qu'être humain, en fait. Et l'idée que l'on est, nous, on est des êtres humains, en fait. Sinon, on n'aurait pas ce nom, en fait. On serait des avoirs humains ou des fers humains. Et c'est pas la même chose. Le but, c'est pas d'accumuler, en fait. On vient avec rien, on repart avec rien. Donc l'idée, c'est de savoir, dans cet espace-là, un temps donné, en fait. On part d'un point A et on finit à un point B, et on connaît la finalité, de toute façon. À partir du moment où on commence à mourir, en fait. Il y a un chemin. Pendant ce chemin-là, c'est de savoir comment je suis en relation avec le vivant. C'est tout, en fait. Tout le reste est accessoire. Je dis pas que c'est pas nécessaire et dont on n'en a pas besoin, c'est pas ce que je dis, ou envie. Mais ce qui va déterminer notre relation au vivant, c'est la façon dont on va se relier à la vie. Et la vie, pour le corps humain, se relie à travers le souffle. Je trouve ça beau parce que c'est tellement plus que une méthode, en fait. C'est un art de vivre, en fait. C'est comment je reviens à la vie et comment comme tu dis, je relationne. Et donc, c'est beaucoup plus que, tiens, je vais faire, c'est sympa, je vais faire un stage de méditation subaquatique. C'est comment je vis, en fait, comment je reviens à cette vie. Donc, je trouve ça très, très puissant. Puis, tu ramènes vraiment dans ces fondamentaux, dans le souffle, le corps, le mental, l'émotionnel. Donc, on est vraiment dans cet espace. Et moi qui l'ai vécu, je me dis, ah ouais, on va voir, en tout cas moi j'ai vraiment vu, ok, c'est quoi les histoires que je suis en train de me raconter. On est toujours en train de se raconter des histoires, mais des fois on y croit tellement à nos histoires qu'on ne voit pas que c'est des histoires. Et à un moment donné, moi j'ai vu sous l'eau que je me suis dit, ok, en fait je suis déjà en train d'anticiper de comment je vais sortir, et parce que j'ai peur de manquer d'air, et je me suis dit, mais en fait je fais le parallèle avec ma vie, toutes les fois où j'ai peur de manquer d'eux. Et on peut faire ça. Et comment on anticipe et comment, du coup, on n'est plus dans le présent. C'est aussi une philosophie de, ok, je reviens ici maintenant au présent, mais que ça ne soit pas un concept, que ça soit quelque chose là, on peut le vivre dans le corps. C'est vivant, en fait. Ouais. Voilà, en fait, là, on adhère à rien du tout. C'est pas c'est philosophique si on veut, mais on est dans la matière. Ouais. C'est-à-dire qu'on passe à travers le corps, et le corps ne ment pas. Je veux dire, on rentre dans l'eau, on s'immerge, et on sort de l'eau. Et à partir du moment où on va sortir de l'eau, l'idée, c'est de savoir, ici, dans cet espace-là, comment je me relie au vivant, à travers le souffle. Parce que c'est à travers le souffle qu'on se relie au présent, à la réalité et au vivant. Maintenant, on est souvent amené à se raconter des histoires, parce que c'est notre, comment dire, c'est notre storytelling, en fait, entre guillemets. Et c'est ce qui nous permet de nous raccrocher lorsqu'on a souffert ou des choses comme ça. Mais à un moment donné, on se rend compte que on n'a pas besoin de ça, en fait. Il y a juste besoin d'être à l'écoute, en équilibre ou en harmonie avec son corps. Alors pour ça, il y a plein de techniques, bien sûr, qui existent. Celle-ci est un peu particulière parce qu'elle vient toucher à toute la sphère psycho-émotionnelle en plus. C'est-à-dire que on va y avoir accès de façon plus, je dirais, plus ou moins facile, plus ou moins rapide, en fait, parce qu'il y a certains paramètres, il y a un cadre qu'il faut respecter, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans ce cadre et on va ressortir de ce cadre. L'idée, c'est vraiment de visualiser, de vivre l'expérience à travers le corps. Voilà, c'est le corps qui décide, et pas le mental, parce que le mental nous raconte toujours une histoire et retombera toujours sur ses pattes, tandis que le corps, lui, nous connaît. Voilà, le corps ne raconte pas, enfin, il vit la chose. Donc oui, il y a des cicatrices, oui, il y a des blessures, et tout est enregistré dans le corps. Le mental
mais il vous accompagne et il bouge tout le temps. Il est toujours en mouvement. C'est-à-dire ce que l'on pense aujourd'hui, c'est pas ce que l'on pensait il y a peut-être ne serait-ce que 10 minutes et qu'il y a 10 ans. Et c'est peut-être pas ce qu'on va penser dans 20 ans. Et nos croyances sont exactement les mêmes. Lorsque j'étais enfant, je croyais ça. Lorsque j'étais adulte, je croyais ça. Adolescent. Et quand je serai vieux, je croirais autre chose sûrement. Voilà. Par contre, le corps nous accompagne. Voilà. Donc, comment je me relationne, comment je suis en relation avec mon corps. Voilà. C'est tout. Et je regarde à cet endroit-là, j'écoute à cet endroit-là où je suis. Est-ce que je suis dans le présent? Ou est-ce que je me raconte une histoire passée? Ou est-ce que je me raconte une histoire future? C'est-à-dire, est-ce que je cherche à contrôler la narration parce que j'ai peur? Et on peut le comprendre, il n'y a aucun problème avec ça. Ou parce que je suis enfermé dans mon histoire à travers mes traumas. Et je ne juge pas les traumas, en fait, l'intensité des traumas. On a tous des traumas. Ce sont souvent d'ailleurs les traumas qui nous définissent, jusqu'au moment où on peut s'émanciper de ça. C'est-à-dire qu'on a cette possibilité de vivre libre. Mais ça demande un effort. Absolument. Ça demande, et c'est pas forcément facile pour chacun, mais ça demande de s'engager sur quelque chose ou dans quelque chose. Voilà. Et ce que je veux partager par rapport à ça, c'est que ça demande, et c'est pour ça aussi que tu as vraiment un cadre qui permet de poser ça, ça demande aussi beaucoup de douceur en fait. Oui. Parce que justement, dans nos sociétés où on est dans toujours plus dans cette compétition, dans cette survie, nos corps et nos êtres demandent à être en sécurité, à revenir dans cette douceur profondément aussi. En fait, merci de le souligner, en fait, parce que tout le monde, on peut croire que c'est dans l'intensité qu'on se relie à la vie. La vie n'a pas besoin d'intensité pour exister, en fait. La vie est. Un brin d'herbe n'a pas besoin d'être rentable pour savoir qu'il existe, en fait. Un brin d'herbe est vivant ou il n'existe pas. Donc, tous ces concepts, ces paradigmes de performance, de rentabilité sont arrivés c'est les croyances, en fait, tout ça. Ce sont des croyances, des paradigmes. Pour moi, plus je serai doux, soft is strong, c'est-à-dire plus je serai doux dans ma relation avec moi-même, plus je serai fort. Voilà. Si j'ai besoin d'être dans le dur, dans l'intensité, je peux le comprendre, mais ça raconte autre chose. Je prends souvent cette image-là, en fait, de l'eau et de la vie, parce que tout le monde arrive à comprendre que l'eau, c'est la vie. Ben, c'est très simple. L'eau, c'est la vie, et plus tu serres le poing, plus elle t'échappe. Ça veut dire qu'il faut apprendre à faire un pas de côté ou se positionner différemment. Et on apprend aussi, lorsqu'on fait la méditation subaquatique, à se positionner. C'est-à-dire, il y a vraiment des éléments qui vont être l'ordre du positionnement, de l'équilibre, de la relaxation, de la détente, du discernement. C'est des valeurs, des paramètres qui vont rentrer en compte, qui vont être importants. Mais pas importants pour moi, importants pour chacun. Voilà, c'est vraiment ça. Et plus je vais être doux dans cette démarche, ben plus je sors du concept de peur et de survie, en fait, et de contrôle. C'est-à-dire que j'accepte la vie. Oui, des fois c'est facile, et puis des fois ça ne l'est pas. Et c'est OK. Ouais. Et ça demande aussi, c'est un mot que tu utilises d'ancrage aussi, et vraiment de l'ancrage, de le sentir dans le corps, parce que, ouais, comment je suis vivant, en fait, comment je suis... vivant face à la vie, comment je... Alors oui, l'ancrage est quelque chose d'important pour moi, parce que c'est ce qui va nous permettre de nous positionner, en fait. Donc, ce sont des mots qui sont très utilisés, l'ancrage, le moment présent, etc. Je ne parle pas beaucoup de moment présent, mais de présence. Voilà, c'est comment j'arrive à être présent avec moi-même à travers mon souffle. Est-ce que j'ai conscience de ma respiration lorsque je vais sortir de l'eau? Voilà, ça c'est une première chose. Mais avant de sortir de l'eau, il va falloir que je me positionne, parce que je sors de l'eau. Je sors la tête de l'eau, d'où l'expression sortir la tête de l'eau. Et on sait très bien que tout ce qui va être d'ordre affectif, émotionnel, que l'on va rencontrer dans notre vie, le premier impact que l'on a sur le corps, c'est à travers la respiration. C'est-à-dire comment déjà être témoin de ça, c'est-à-dire que là, j'ai une émotion, j'ai une relation, j'ai quelque chose qui se passe dans ma vie, une rencontre, peu importe. Comment je suis là, moi, avec mon souffle, avec moi-même, avant d'être dans ma pensée, dans la projection ou pas de quelque chose, en fait. C'est d'abord comment je suis moi avec moi-même. Et pour moi, ça, c'est un indicateur.
Voilà. Est-ce que le souffle il est fluide? Est-ce que je suis en apnée? Est-ce que je contracte? Est-ce que mon diaphragme est souple? Parce qu'on passe beaucoup. La mode, ça a été de parler de l'ouverture du cœur, du corps, du cœur. Mais en fait, et le diaphragme alors? Parce que le cœur sans le diaphragme peut fonctionner? Non. Voilà. Les deux sont intimement liés en fait. Il n'y a pas que le cœur en fait. Il y a le souffle. Voilà. Le cœur peut battre et il peut y avoir absence de respiration ou de ventilation. C'est-à-dire que c'est ces deux-là qui doivent être ensemble et qui doivent cheminer ensemble. Voilà. Et c'est pas l'un au détriment de l'autre, c'est l'un avec l'autre. Voilà. C'est vraiment les deux ensemble en fait. C'est comme dans le yoga, c'est le mental et le physique. C'est les deux ensemble, c'est mettre le joug, c'est-à-dire c'est que les deux cheminent ensemble pour que le paysan derrière, avec sa herse, puisse faire le sillon. Voilà. Dans la terre pour pouvoir labourer, définition du yoga. Voilà. Donc il y a rien de mystique dans tout ça, c'est complètement naturel en fait. Mais il faut déjà le voir. C'est-à-dire qu'il faut déjà faire un pas de côté pour éviter de tout prendre de face et d'interpréter ou de surinterpréter les choses. De dire, ok, je perçois ça là maintenant. Ok, je constate. Après, j'analyse éventuellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis je répète. Parce que ce sont des outils qui sont propres à chacun. Moi, j'ai pas... Chacun a son propre souffle. Je reviens dessus, mais c'est très important. On est tous différents. Il y a 8 milliards de souffles différents. Il y a 8 milliards de spiritualités différentes. C'est ce qu'il faut comprendre, quoi. Après, qu'il y ait des croyances, ok. Mais la spiritualité, c'est individuel et indépendant. Voilà. Ouais, j'ai envie de rebondir sur plein de choses, mais c'est vraiment quelque chose qui nous... En tout cas, moi, quand je l'ai vécu, qui m'a ramené au corps et à la respiration. C'est en effet comment je respire quand je suis touchée, quand je suis dans l'émotionnel. Et du coup, ça permet, quand tu disais, de retrouver cette liberté, de ne plus être en réaction. Et du coup, c'est ça où on récupère une sorte de liberté. En fait, la liberté qui est, je ne suis plus en train de réagir à ce qu'un train de vivre, je suis en train de respirer avec. Donc, je reprends... L'autonomie. Ouais. C'est le mot aussi qu'on le retrouve, j'ai peut-être interrompu c'est l'autonomie en fait. Il y a vraiment cette démarche en fait. C'est pas d'être sous la dépendance de quoi que ce soit, c'est de retrouver son autonomie en fait, qui a été plus ou moins altérée de par notre mode de vie en fait, entre guillemets civilisé ou sociétal, etc. De par nos expériences de vie, ça vient nous toucher, ça nous a altérés. Donc l'idée, c'est comment j'arrive à revenir à moi-même, en fait, dans cet espace-là. Donc cette autonomie qui va donner, quelque part, du sens à notre histoire et qui va nous permettre d'avoir une sorte de résilience, en fait, de notre parcours, de notre histoire. Voilà. Mais on va passer à travers le corps. Voilà. On ne passe pas à travers l'intellect, même si on sait exactement ce que l'on fait, hein. C'est pas un souci. Mais... c'est pas le filtre du mental, c'est pas le filtre émotionnel, voilà, c'est le corps. Le corps ne ment pas, tout simplement. Je me coupe, je saigne, c'est basique, c'est on, off. Voilà, le corps, il imprime ou il exprime. Et il nous accompagne tout au long de notre vie, du premier cri jusqu'au dernier souffle, en fait. C'est la chose qui va nous accompagner, qui nous sera le plus fidèle. Le mental, les croyances, c'est autre chose. Lorsqu'on arrive au monde, on n'a pas de croyance. On n'a pas ce mental, en fait. Donc si on n'a pas ce mental, à travers quoi on perçoit le monde et le vivant? Voilà quelle est la question. À travers quoi? Sachant qu'on est composé quand même à 80% d'eau. Et que cette planète est composée à 80% d'eau. Donc il y a peut-être des choses à comprendre ou à chercher ou à étudier à travers ce monde-là. Et vu de l'espace, l'histoire de la Terre est pour tout le monde la même. C'est la planète bleue. Voilà. Donc j'aime bien ce parallèle, c'est deux fois prendre de la distance, de la hauteur ou faire un pas de côté. Voilà. Mais le but, c'est vraiment l'autonomie, en fait. C'est de créer un espace, c'est de recréer son espace à soi pour se réapproprier son autonomie. Voilà. Et de fait, à travers la respiration en conscience, quand on sortira de l'eau, on va avoir accès à cet espace. Et le corps, c'est pas nous
qui allons vouloir quoi que ce soit. D'ailleurs, quand le désir de prendre disparaît, les joyaux apparaissent. J'arrête pas de le répéter. Mais c'est vraiment ça, en fait. Il n'y a pas de vouloir, en fait. À un moment donné, c'est juste est-ce que je suis capable de créer un espace de résilience? Voilà. Et je ne parle pas des traumas. Juste, est-ce que je suis en capacité d'ouvrir, de créer un espace de résilience et de vider un petit peu ce qui est à l'intérieur de toutes mes croyances et de dire, bon, j'en ai eu besoin pour arriver jusqu'à aujourd'hui, ici, maintenant. Peut-être que pour aller plus loin, j'ai plus besoin de ça. Et je peux me reposer sur autre chose. Et quelque chose qui m'est fidèle, qui m'est fiable et qui est juste, en fait. C'est surtout ça. C'est qu'en fait, à partir du moment où on est dans la relation au vivant, c'est juste. Et ça s'entend. Ça s'entend comme une musique. Ça s'entend comme quand il y a des fausses notes. Ou, voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a rien d'imaginaire là-dedans, quoi. Et je voulais rajouter un mot qui est dans cette relation au vivant. C'est l'intimité, en fait. Parce qu'il y a vraiment... Moi, j'ai vraiment plongé avec moi-même dans ce miroir que l'eau m'a renvoyé. Et il y avait vraiment ce waouh. C'est comme si je voyais la relation avec moi-même. Et c'était très touchant parce qu'il y a tout ce qui est puissant, précieux dans la vie, mais il y a aussi tout ce que j'ai mis loin, que j'ai éloigné, que j'ai rejeté. Et du coup, il y a tout ça. Et c'est comme si je prenais conscience et je prenais la mesure de waouh. C'est ça la vie aussi, c'est la vie en moi en fait. C'est tout un univers et il y a les histoires qu'on se raconte. Enfin, je vois que les histoires que je peux me raconter, ça m'éloigne de la vie aussi. Tous les moments où j'ai pas été dans mon corps, où j'ai pas été dans cet espace de présence, il y a comme un espace de prise de conscience, prise de hauteur, de ah ok, il y a un miroir qui m'est tendu, je peux choisir de regarder dedans en cet instant. Et de prendre ce qui m'est offert, parce qu'en fait il y a de la beauté dans ce miroir en fait. Il y a de la beauté en fait, c'est la vie qu'on est en train de regarder. Et même si la vie, même quand on regarde dehors, il peut y avoir des choses difficiles, genre il y a un lion qui mange une gazelle, tu peux dire waouh c'est violent, mais il y a de la beauté aussi, il y a de la puissance, et c'est tout ça. Et quand on regarde notre histoire, il y a tout ça qui est dedans, et du coup c'est très touchant, émouvant. Et je pense que c'est le cœur aussi dans la méditation subaquatique, c'est l'amour en fait. Comment je m'aime aussi, comment j'aime la vie, comment je suis en relation. Il y a aussi cet espace-là autour de l'amour, quoi. Ça me touche en fait ce que tu dis, parce que je le sens, je le ressens à travers mon corps. Oui, c'est exactement ça. C'est en fait la vraie question, c'est comment je m'aime en fait, tout simplement, et comment s'exprime cet amour. Voilà. Mais dans la vie, c'est-à-dire c'est pas un concept, c'est vivant. C'est l'amour, c'est vivant. La vie, c'est de l'amour. L'eau, c'est la vie. C'est tout ça, c'est quelque chose que l'on vibre en fait à l'intérieur de soi ou pas. Et peu importe, il y a pas de jugement là-dessus. C'est juste oui, c'est là. Oui, j'ai mes difficultés. Mais comment j'essaye de me relationner à moi-même profondément à travers ça. Et tout simplement parce que c'est beau, parce que s'il n'y a pas ça, ben, on n'a pas de problème en fait. Hein. Si on n'est pas dans la vie, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est aussi simple que ça, c'est réglé, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais quand on est dans la vie, ben oui, on est amené à ressentir, à percevoir, à vivre en fait tout simplement des événements. Voilà. Peu importe la nature des événements, après c'est notre façon de l'interpréter, de le traduire en fait. C'est nous, comment je me positionne. C'est comme quand on est en méditation, mon apnée, est-ce que c'est difficile, c'est facile, je commence c'est facile, après ça devient difficile, je résiste, je lutte, comment je me positionne en fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le vivant, chaque seconde est une nouvelle seconde. Si je pense que ça va devenir difficile, c'est parce que je ne suis pas présent. C'est que je suis déjà en train d'anticiper quelque chose qui n'existe pas, en fait. Donc aujourd'hui, chaque seconde est une nouvelle seconde. Donc revenir dans cette présence-là pour pouvoir créer cet espace, en fait, de possible, en fait. À partir du moment où j'ouvre cet espace-là, mais il peut advenir quelque chose. Quelque chose peut se manifester, en fait. Voilà. L'idée, c'est de se réapproprier cet espace-là. C'est de se réapproprier son propre espace. Voilà. C'est pas l'espace du voisin. C'est pour ça que c'est intime. C'est pour ça que ça vient nous toucher. C'est parce que c'est nous avec nous-mêmes. Et dans cette relation, quelle dose d'amour, how deep is your love, c'est pas jusqu'où je suis capable d'aller, qu'est-ce que je suis capable de dépasser, mais comment.
C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'aller dans l'extrême, dans l'intensité pour se sentir vivant, en fait. C'est juste savoir, est-ce que je suis capable, avec douceur et amour, de me relationner à moi-même? C'est-à-dire, est-ce que je suis capable d'être en conscience dans cet espace-là et de respirer, tout simplement, dans cet espace, en conscience. Voilà. Presque tout a été dit. En tout cas, je pense que si ça vous sentait l'appel, ça se vit en fait. Au-delà des mots, on pourra toujours en parler pendant des heures, mais je pense que c'est vraiment une expérience à vivre. On a de la chance. Jeff, il fait pas ça qu'à l'île de la Dominique, il vient en France Oui. le faire. Pour ceux qui sentent l'appel, au mois de juillet-août, c'est les étés. C'est ça. Est-ce que tu veux en parler un peu plus ou pas? Alors, oui, j'essaye de trouver les lieux qui me correspondent et qui correspondent au mieux à la pratique, en fait, parce qu'il y a certains critères, ça doit se passer dans l'eau chaude, etc. On est sur un nombre limité de personnes, c'est en général 8 personnes maximum, parce que c'est 4 dans l'eau, 4 en dehors. Voilà, ça ne peut pas être avec beaucoup de monde parce que je ne peux pas avoir de l'attention sur beaucoup de personnes en même temps. C'est juste humain, je suis humain. Et ça se passe sur 4 jours. Voilà, c'est vraiment une expérience à vivre. C'est-à-dire, c'est une initiation. Il y aura un avant et un après. Voilà. Et après, ce sont des outils qui vous appartiennent. C'est à vous de savoir si vous avez envie de les utiliser ou pas, tout simplement, pour continuer à sculpter votre vie sur votre chemin à vous, pas sur le chemin de quelqu'un d'autre, sur votre propre chemin que vous êtes continuellement en train de créer, en fait. C'est de revenir là-dessus et de dire, je reviens en autonomie sur mon chemin, avec douceur et amour, bienveillance, en fait. Voilà, vraiment s'accorder beaucoup de bienveillance pour soi. Et en fait, le monde n'est juste une extrapolation de qui on est, en fait. C'est la façon dont je me relie à moi-même détermine la façon dont je me relie au monde. Ni plus ni moins, en fait. Oui, c'est ça, c'est j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais cette relation avec soi, cette intimité avec soi, on a reçu plein de conditionnements, on nous a dit ce qu'il fallait faire de la société quand on a grandi à l'école, et là il y a quelque chose, c'est de soi à soi comme tu dis, donc c'est comme si, ok, je vois tout ça en fait, je peux choisir de continuer à prendre ce qu'on m'a raconté, mais peut-être qu'il ne me correspond plus en fait, ou je peux choisir d'aller écouter la vie en moi en cet instant. Le corps, pas les croyances, les conditionnements, les émotions qui sont reliées aussi à mes traumas du passé, qui viennent me raconter aussi des histoires, mais qui sont plus là. C'est comme les ricochets, t'as encore l'espace qui arrive, mais parce que c'est important, mais ça a créé un impact. Mais tout ça là, c'est ok. Là, il y a la vie en moi là, au-delà de tout ça. Et comment je prends le temps de, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, mais de m'y relier et de plonger dedans, quoi. Donc en France, juillet-août, voilà, d'aller, si tu sens l'appel, de vivre cette expérience qui c'est assez incroyable parce que tu te dis comment on peut rencontrer tout ça avec l'eau, l'air, le souffle, le corps, enfin c'est beau. Merci, c'est une expérience à vivre. Ouais, voilà, si vous sentez l'appel, voilà. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous, d'avoir écouté cet espace. Merci Jeff pour de tout ce que tu partages, ce que tu crées, merci à toi. ce que tu sèmes. Et merci. Puis je te souhaite plein de belles rencontres avec ceux qui ont rendez-vous avec toi et avec cette méthode, avec la méditation subaquatique et tout ce qui émerge de ça. Merci. Avec plaisir. Au revoir.